On m'a donné une tâche très simple, hein, en 20 minutes, vous dressez un tableau des grandes controverses, des grands sujets autour de l'avenir du travail et de l'emploi. Vous voyez, c'est quand même un petit peu un challenge. Donc je vais essayer de prêter à l'exercice. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits... on peut dire avertissement ou disons choix de posture par rapport à tout ce sujet-là, tous ces sujets-là. D'abord, comprendre que c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Il a toute la question de la relation entre le numérique, le travail et l'emploi. On en parle depuis, enfin en tout cas des technologies de l'information et de la communication. On en parle depuis longtemps. C'est un débat qui a été très très fort dans les années 90 en France, pendant la préparation de la loi Aubry. Et puis ce débat a un peu disparu des radars. Je dirais qu'il y a eu une sorte de parenthèse là pendant 15 ans. Et il revient sur le devant de la scène. Pourquoi il revient sur le devant de la scène? D'abord parce que autant dans les années 80-90, c'était de façon un peu réductrice, on va dire, des intellectuels français qui portaient ces questions-là. Autant aujourd'hui, on entend des voix qui viennent plutôt de la Silicon Valley, de grands patrons d'entreprises du numérique, qui soulèvent ces questions qui étaient soulevées il y a 20 ans, mais qui les abordent évidemment avec un autre regard. Et ce retour par le monde de l'entreprise fait que l'intérêt s'éveille. Et puis, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, une actualité très forte autour de ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui là aussi bouscule le monde du travail, mais qui, à mon sens, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas le cœur de notre problématique. Alors, quand on aborde ces sujets numérique, travail, emploi, je pense qu'il y a une précaution aussi à prendre, c'est de se méfier un peu de ce qu'on peut appeler les prédictions autoréalisantes. Il y a toute une sorte de discours dont on entend, mais dans le numérique en général, mais quand on parle numérique et travail en particulier, on explique que le numérique va produire ceci, va produire cela, une sorte de déterminisme technologique. Donc on entend que, voilà, avec le numérique, tous auto-entrepreneurs, avec le numérique, on va tous être autonomes, etc. Donc je pense qu'il faut mettre un peu à distance tout ça. Le numérique, ça ouvre des champs des possibles. Et après, c'est nous, nos usages, nos manières de nous organiser, notre manière de construire un projet de société qui va produire tel ou tel futur. Mais il n'y a pas de déterminisme essentialiste contenu dans la technologie. Alors, sur ces débats, travail, emploi numérique, en fait, il y a plusieurs débats qui ont tendance à être confondus, notamment dans la manière dont les traitent les médias, et je vais essayer un peu de les désemboîter les uns les autres. Je dirais qu'il y a trois bouquets de controverses, de façon un peu schématique. Un premier ensemble de controverses qui sont liées aux transformations liées au numérique à l'intérieur des organisations, des entreprises ou des acteurs publics d'ailleurs, ou des associations, de toutes les organisations. Ça, c'est un premier bouquet. Un deuxième ensemble de controverses autour du marché de l'emploi. Est-ce que le marché de l'emploi se transforme et comment avec le numérique? Et enfin, un troisième lié à ce qu'on appelle la fin du travail, la question de la fin du travail liée aux technologies. Donc je vais essayer un petit peu de les cartographier pour vous dans leur diversité. Pour ce qui est du premier ensemble, les changements dans la vie au travail, un point sur lequel tout le monde s'accorde, où il n'y a pas vraiment de débat, c'est le fait que, avec l'arrivée répétitive de technologies, de nouveaux outils dans nos activités diverses et variées, de l'agriculture à l'industrie, au service, dans tous les secteurs, eh bien, nous allons être tous obligés d'être dans une forme d'apprentissage permanent, d'entretien de notre capital cognitif, parce que nous devenons tous des travailleurs intellectuels, d'une certaine manière. Et donc, cette obligation à se former en permanence, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, mais là, on passe un seuil où, effectivement, il va falloir que les entreprises, les organisations accompagnent cette montée en capital cognitif en permanence, ce qui veut dire pas seulement former pour les besoins de l'entreprise, mais former pour que les gens restent employables, j'aime pas tellement ce mot-là, mais en tout cas restent en capacité eux-mêmes d'évoluer par rapport au changement de leur environnement de travail. Deuxième ensemble de sujets liés à la vie au travail, sur lequel je passe très vite parce que c'est le cœur de ce qui va être discuté cet après-midi, et ce sont des sujets que vous connaissez bien, c'est tout le changement du rapport au temps et à l'espace, avec le télétravail, avec évidemment tout ce qui est tiers-lieux, coworking, etc., avec la question de ce qu'on appelle l'infobésité, avec les questions de droit et de devoir à la déconnexion. Je ne sais pas si vous avez vu dans le rapport Mettling qui est sorti il y a quelques mois, il a insisté lourdement sur une de ses préconisations, c'était droit
et devoirs à la déconnexion. Bon, tout ça, je pense que vous connaissez, on va en parler cet après-midi. Un point qui est peut-être moins bien vu, c'est la transformation du rôle du management. Parce qu'on sait que le numérique peut être un facilitateur pour des réorganisations plus horizontales, un changement du rapport au pouvoir dans l'entreprise, pour des formes d'organisation d'entreprise plus flexibles, pour une entreprise plus en respiration avec son environnement, qui travaille de façon plus collaborative, plus ouverte, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais on a tendance à penser que ça va se faire très naturellement. Or, aujourd'hui, nos managers ne sont pas préparés à ces changements-là. Ils restent encore emprunts à la fois depuis l'école. Hein, je veux dire, on est tous, aujourd'hui, l'école ne nous apprend pas à être des acteurs autonomes, en mode projet, etc. Et donc, que ce soit à l'école, à l'université, etc., il y a notre formation ne nous prépare pas à repenser cette relation au pouvoir, à avoir du lâcher-prise sur le rapport au temps, sur le rapport au contrôle, voilà. C'est des choses sur lesquelles on a encore beaucoup besoin de travailler. Une autre question majeure, là aussi, dans l'entreprise, dans l'organisation, c'est la question du temps de travail. Les gens qui travaillent dans le monde du numérique ou avec le numérique disent « mais aujourd'hui, ce cadre du temps de travail, il n'est plus adapté. Tous les travailleurs intellectuels, enfin, vous demandez à un prof de fac s'il s'arrête de réfléchir le week-end, il rigole, quoi. Évidemment, quand on est un travailleur intellectuel, il n'y a pas de dedans, dehors, etc. Et donc, il y a toute une réflexion sur est-ce qu'on étend le forfait jour qui était pensé pour les cadres, est-ce qu'on l'étend à d'autres populations? Comment est-ce qu'on l'étend sans mettre en cause non plus la santé au travail? Comment est-ce qu'on peut l'étendre tout en l'encadrant? Il y a tout un travail juridique en ce moment qui est porté, mais qui mérite aussi une réflexion sur la mesure du travail. On voit bien que le temps qui était la mesure ultime, première et ultime du travail, n'est plus adapté. Maintenant, mesurer la charge de travail, c'est un défi, et là, on a besoin de mener beaucoup de travaux de recherche pour imaginer d'autres indicateurs du travail. Et puis, il y a tout un débat autour de autonomie-surveillance. Alors, plein de gens disent c'est formidable, le numérique, ça rend autonome, c'est un formidable outil d'autonomie, etc. Oui, c'est vrai, pour certaines personnes, celles qui ont... je dirais, les ressources personnelles d'utiliser ce numérique pour être plus autonome. Et puis, on voit d'autres personnes qui, au contraire, vivent ça plutôt comme des logiques de surveillance, des logiques de contrôle, des logiques voire d'aliénation. Alors, un exemple hein, pour aller très vite, il y a une grande enquête qui a été faite aux États-Unis sur la population des livreurs, qui maintenant, leur emploi du temps, leur circuit de distribution est géré par un algorithme. Donc, résultat des courses, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, ils sont beaucoup plus productifs, effectivement, leur taux de distribution, le nombre de paquets distribués ou de lettres distribuées dans la journée a grimpé. Mais à l'arrivée, on constate quoi? Une relation client dégradée, puisqu'ils arrivent, ils sonnent, ils posent le paquet, ils s'en vont, voilà, il n'y a plus d'interstice pour parler avec le client. Et puis surtout, on voit une dégradation de la santé au travail. Ils ne mettent plus leur ceinture de sécurité parce que ça prend du temps, ils portent 3 paquets au lieu d'un pour aller les déposer parce que sinon... ça prend plus de temps, etc., etc. Donc là, l'irruption de l'algorithme a été plutôt un outil de dégradation des conditions de travail plutôt qu'un outil d'autonomie. Donc il faut avoir ce paysage contrasté en tête parce que tout ça, évidemment, ça se pense, ça s'encadre, ça s'accompagne. Et puis derrière ça se profile la question de ce qu'on appelle les data RH, hein, ou le data management, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines par les données. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très présent dans les entreprises. Certaines entreprises le mobilisent sur des logiques de recrutement, sur du profilage, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y ait massivement du data RH, comme l'exemple que je citais à propos des conducteurs, des livreurs, mais on sent bien que c'est une tendance qui est poussée fortement et qui est poussée par un certain nombre de startups qui commencent à vendre des solutions un peu partout qui vont dans le sens du data RH. Donc là aussi, c'est des choses qui sont ici plutôt que de se dire « ouais, super, comprendre ce que ça va provoquer dans l'entreprise, comment les gens vont pouvoir le vivre, comment on l'encadre et comment on évite que ces outils qui peuvent être effectivement très efficaces ne soient pas pour autant des outils de surveillance massive des salariés. Je m'arrête là sur le premier bouquet. Deuxième ensemble de controverses, toujours sur numérique et travail. Cette fois-ci, c'est sur la transformation du marché du travail. Alors, on voit qu'il y a toute une série de phénomènes qui convergent
et qui semble nous dire, je dis bien qui semble nous dire, que le champ de l'emploi salarié est en train de se rétrécir au profit du travail indépendant. Je dis travail indépendant de façon générique, hein, quelle que soit la forme juridique que prend ce travail indépendant, qu'on soit auto-entrepreneur ou autre, peu importe le statut, en plus il change d'un pays à l'autre. Alors, quels sont ces signes? D'abord, on voit la part des travailleurs hors salaire, hors salariat grandir. Mais attention, hein, il y a tout un discours en ce moment qui laisse à penser que ça explose. Quand vous regardez les chiffres, en France, le travail indépendant a diminué jusqu'en 2012, hein, l'augmentation est relativement récente, et aujourd'hui on est à 2,5 millions de travailleurs indépendants sous toutes les formes, enfin hors salariat on va dire, alors que la population active est encore de 26 millions. Donc voilà, il faut quand même regarder les proportions. Le salariat reste le modèle dominant. Alors, il y a des pays où c'est plus fort, hein, les Pays-Bas, par exemple, il y a beaucoup plus de travailleurs indépendants, sans parler des États-Unis, où c'est massif et où ça a cru de façon très, très, très rapide et exponentielle. Donc ça, c'est un premier indicateur. Mais pour revenir à la question du numérique, qu'est-ce qu'on observe? On observe que des phénomènes d'externalisation qui ne sont pas nouveaux, hein, l'externalisation, la mondialisation a été un premier facteur d'accélération de l'externalisation, eh bien le numérique est un facilitateur d'externalisation. Évidemment, pourquoi embaucher les gens alors que vous pouvez très bien travailler à distance avec eux, vous organiser sans qu'ils soient présents dans l'entreprise. Et puis, on voit aussi se transformer chez une petite partie de la population, et notamment dans le secteur du numérique, on voit aussi des aspirations différentes émerger. Il y a de plus en plus j'aime pas dire les jeunes parce que c'est une catégorie qui ne veut rien dire, mais bon, en l'occurrence, il y a plus de jeunes qui travaillent dans le monde numérique, donc voilà. Enfin, disons qu'il y a plus de gens qui disent, moi, le travail dans l'entreprise, avec son côté bureaucratique, ses contraintes, le management, etc., moi, j'aspire à une forme d'autonomie, d'indépendance, de construction du sens de mon travail, et donc je suis plus heureux dans le travail indépendant. C'est pas du tout le discours majoritaire, mais il existe et on est bien obligé de le prendre en compte et de l'entendre. Autre phénomène, ce qu'on appelle le crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est un mot un peu valise qui recouvre plusieurs réalités. Alors il y a on va dire la manière noble du crowdsourcing, ce sont les entreprises qui vont, à travers une plateforme d'open innovation, résoudre un problème scientifique auquel elles sont confrontées, leurs propres chercheurs n'arrivent pas à y répondre, ils lancent un défi scientifique à la planète entière et les meilleurs scientifiques de la planète viennent proposer des solutions à cette problématique. Ça c'est la version haute du crowdsourcing. À l'autre bout, vous avez ce qu'on appelle le microtasking, hein, la plateforme la plus connue de microtasking, c'est Amazon Mechanical Turk, mais il y en a d'autres. Hein. En France, on a Full Factory, enfin, il y en a des dizaines, où là, on va demander à des gens pour des sommes qui sont de l'ordre de quelques centimes d'effectuer des tâches qui ne sont pas substituables par un ordinateur, voilà, des micro-tâches comme vérifier que l'adresse qui est dans un annuaire soit conforme à sa géologue, ou enfin bon, des toutes petites tâches comme ça. Et puis au milieu, vous avez des plateformes toujours de crowdsourcing qui sont, elles, dédiées à des métiers, par exemple les graphistes, les photographes, etc., où maintenant, au lieu d'envoyer, par exemple les journaux, au lieu d'envoyer un photographe à l'autre bout du monde pour couvrir un reportage, ben ils vont faire appel aux photographes le moins-disant localement, ce qui peut être très bien pour le pays en l'occurrence, parce que ça crée de l'emploi ailleurs, mais pour les photographes chez nous, c'est compliqué. Donc voilà, c'est une espèce de ce crowdsourcing, c'est la création d'une sorte de plateforme de travail mondialisée qui ressemble un peu à la place du village du 18e ou 19e siècle où les journaliers allaient attendre et le propriétaire terrien venait, prenait pour la journée un journalier et le remettait. Hein. C'est un petit peu ça quand même, toute chose égale par ailleurs. Autre phénomène toujours qui semble nous dire qu'on sort du salariat comme modèle dominant, c'est évidemment ces plateformes d'économie collaborative dont vous avez tous entendu parler où l'utilisateur est tour à tour à la fois un consommateur mais aussi du côté de l'offre puisqu'il va mettre son capital et son travail à disposition en louant sa chambre d'amis, sa voiture, que sais-je encore, ou sa perceuse, sur une plateforme d'économie collaborative. Donc là, on a un déport hors du monde salarial par de la micro-activité distribuée. Je mets de côté Uber, et c'est pour ça que je parle rarement d'ubérisation, parce qu'Uber est un cas vraiment à part, où les gens ont tendance à travailler à temps plein.
le gros de l'économie collaborative, c'est une activité périphérique que les gens mènent pour l'essentiel en plus de leur travail salarié ou de leur travail tout court. Mais de fait, c'est une concurrence par rapport aux hôteliers, aux chauffeurs de taxi, aux loueurs de voitures, etc., etc. Alors, une fois qu'on a tous ces phénomènes dans le paysage, qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, ça nous oblige à démêler deux choses. À démêler ce qui est de l'ordre du travail indépendant choisi, de l'ordre du travail indépendant subi. Ça, c'est et ça, c'est quelque chose de très très difficile, parce qu'en fait, y compris quand vous faites des enquêtes qualitatives en face à face, les gens ont du mal à dire qu'en fait, s'ils sont travailleurs indépendants, c'est parce qu'ils ont été virés de leur boîte à 55 ans, et qu'à 55 ans, c'est difficile de retrouver un boulot, donc on s'est mis consultant. Voilà, il y a tout un... C'est complexe, hein, donc certains sont ravis d'être travailleurs indépendants, mais d'autres le vivent en fait à leur corps défendant. Et puis, ça nous oblige aussi à différencier, à revisiter le concept d'autonomie. Dans la loi, un travailleur indépendant, c'est celui qui est autonome. Mais la loi ne définit pas très bien ce que c'est que d'être autonome. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le numérique, ça nous oblige à revisiter cette définition de l'autonomie. Je reprends l'exemple du chauffeur Uber. Si Uber, l'algorithme d'Uber dit au chauffeur, vous êtes obligé de prendre tel client, vous êtes obligé d'utiliser tel trajet, vous êtes obligé de facturer tant, où est la part d'autonomie? Voilà, ça c'est c'est quand même une vraie question. Et alors, c'est l'exemple d'Uber, mais on peut prendre aussi une plateforme qui s'appelle Work Diary, qui a été mise en place par Upwork. Upwork, c'est un site de référencement des indépendants. Cette plateforme Work Diary, elle permet aux clients de suivre en permanence, à distance et en temps réel, sur l'ordinateur, le travail des personnes qui sont missionnées. Vous voyez, où est l'autonomie, le concept d'autonomie dans un cadre technologique comme celui-là? Donc vous voyez, pas mal de choses à regarder de près avant de savoir si on est sur un travail indépendant qui rend heureux ou pas. Face à tout cela, quelles sont les attitudes ou je dirais les postures dans le débat public? À la louche, 3 grandes postures. Certains vous disent allez, le salariat c'est dépassé, c'est tout ce manque de flexibilité qui nous empêche d'innover. Voilà, au passage, on jette 1 siècle et demi de conquête sociale, etc. Voilà, il faut, au nom de la croissance, au nom de l'innovation, etc., allons-y. C'est un discours, bon, vous voyez à peu près d'où il peut venir. Deuxième discours, plus modéré, qui dit... Certes, le salariat est un modèle un peu dépassé, en partie dépassé, pas complètement dépassé, et donc il faut imaginer une protection sociale hors du salariat. Et donc qui nous invite, et j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure, nous invite à revisiter le monde tout le dispositif de la protection sociale pour tous ceux qui sont hors salariat. Et puis il y a une troisième tendance qui dit, attendez, certes, l'entreprise n'est plus aussi désirable qu'avant, mais à nous de la rendre plus désirable, de l'adapter à cette ère du numérique pour que les gens continuent de se sentir bien dans le monde du salariat, et non seulement à s'y sentir bien, mais à s'y sentir aussi, dans une certaine mesure, protégés contre un certain nombre de difficultés qu'on peut rencontrer quand on n'est pas salarié. Troisième bouquet de controverses, c'est autour de ce qu'on peut appeler la fin du travail. Alors, ce sujet n'est pas nouveau non plus. En 1811, les Luddites se révoltaient parce que les métiers à tisser en Angleterre venaient les mettre au chômage. Donc, et à chaque nouvelle génération technologique, on a en permanence ce discours « Oh là là, la machine-outil va remplacer l'humain ». Bon, jusqu'ici, en fait, ça ne s'est jamais révélé vrai. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet Schumpeter, où effectivement il y a une destruction d'emplois, mais il y a création d'emplois ailleurs, parce que les investissements technologiques vont créer de la productivité, vont créer de la croissance, qui donc vont créer de l'emploi, et donc il y a une sorte de cercle vertueux. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour dire attendez, on n'est plus dans le même ordre ni de grandeur, ni dans le même type de technologie, et les algorithmes vont vraiment éjecter l'humain d'un certain nombre de processus de production. Par exemple, 2 chercheurs du MIT qui s'appellent Eric Brynjolfsson et Andrew McAfee disent depuis les années 2000, la productivité atteint des records, l'innovation n'a jamais été aussi rapide et pourtant le salaire moyen baisse
tout comme le nombre d'emplois. Bon, ils parlent des États-Unis, mais on pourrait faire le même constat ailleurs. Donc eux disent, ben voilà, ce cercle vertueux, il a disparu, et vous avez toute une série d'études qui sortent, notamment le cabinet Roland Berger, mais aussi le think tank Bruegel, etc., qui disent, ben voilà, à horizon 20 ans, on prévoit 47% de destruction, d'automatisation de métiers aux États-Unis, 42% en France, 51% en Allemagne, enfin bon, des chiffres énormes quand même, on n'est pas à 5-10%. Et puis vous avez des études qui disent le contraire, hein, vous verrez toute une littérature qui explique que le numérique c'est formidable, ça va créer de l'emploi ici, là, 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 là. Et aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire qui a raison. Hein. Voilà. S'il y a bien un sujet sur lequel personne ne sait quelles sont les études, voilà, tout ce que, en tant que prospectiviste, tout ce qu'on peut faire, c'est écouter tout ça et suivre pas à pas toutes ces indications pour regarder quelles sont les tendances qui se confirment ou qui s'infirment. Alors, dans cet embroglio, il y a quand même un point de convergence, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait que les métiers vont changer et que ce ne sont pas seulement les métiers du bas de l'échelle sociale qui vont changer. Parce que historiquement, quand les machines arrivaient, ça remplaçait le bas de l'échelle sociale. Aujourd'hui, c'est plutôt, enfin, c'est aussi le bas de l'échelle sociale, mais aussi tout le middle management qui est impacté par ces changements de métier. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des classes moyennes qui vont être fragilisées si ça reboucle avec le premier sujet tout à l'heure, si on ne les accompagne pas dans cette transformation. Alors, est-ce que je peux déborder un tout petit peu? Je me dépêche. Face à tous ces controverses, quelles sont les pistes? Je vais vous les donner, comme on a peu de temps, un peu en vrac, sans ordre de hiérarchie. Hein. Alors, des pistes autour du salariat, donc je le mentionnais à l'instant, tout ce qui est formation permanente, mais en renouvelant la formation permanente, en utilisant le numérique aussi avec des MOOC, etc., pour que les gens puissent se former vraiment tout au long de leur vie. Il y a aussi des gens qui travaillent sur des modèles de flexibilité dans le salariat, par exemple le multi-entrepreneur, enfin des salariés multi-employeurs, mais aussi des entreprises qui travaillent sur le partage de salariés. Hein, j'ai des salariés qui n'ont rien à faire en ce moment parce que j'ai moins de commandes, mais l'entreprise d'à côté, elle est en surchauffe. Comment on peut faire du partage de salariés? Une petite boîte comme Pilgrim, par exemple, en France, qui développe ça. C'est vraiment une solution très intéressante et valorisante pour les salariés. Il y a certains qui préconisent aussi un contrôle des algorithmes multipartites, pour éviter ces logiques de surveillance que j'évoquais tout à l'heure, et que les syndicats, les autres partenaires sociaux puissent regarder dans les algorithmes comment on fait du data RH. Bon, quelques pistes autour du salariat. Pour les travailleurs indépendants, il y a déjà des choses qui se mettent en place autour des coopératives d'activité et d'emploi. Je pense que certains d'entre vous les connaissent. Hein. Je crois qu'à Lille, il y a Grands Ensembles qui est une de ces CAE. Donc ce sont des scopes, mais dédiés à l'emploi, qui a un double intérêt. Ça permet aux travailleurs indépendants de retrouver de la protection sociale à hauteur de leur chiffre d'affaires, et ça leur permet de retrouver du collectif. Donc c'est une manière de résister à une forme de solitude que peut rencontrer le travailleur indépendant. On voit aussi des formes on pourrait dire, de contre-pouvoir ou de résistance qui se mettent en place. Par exemple, en Allemagne, IG Metall, le syndicat, a créé une plateforme qui s'appelle Fair Crowd Work Watch, qui est une plateforme de surveillance des plateformes de crowdsourcing pour que les travailleurs crowdsourcés puissent comparer les comportements de ces plateformes, voir celles qui payent mieux, moins bien, à quelles conditions, etc. On voit par exemple les taxis new-yorkais qui ont décidé de développer leur propre app pour contrer Uber. On voit aussi alors après, il y a une autre approche qui est l'approche plus interventionniste de la part de l'État, qui consiste à requalifier ce que j'appelais ces faux liens de subordination, hein, qui sont des travailleurs indépendants qui en réalité ne sont pas autonomes, à les requalifier. En ce moment, il y a un procès en Californie contre Uber pour requalifier le travail des chauffeurs. Mais il y a toute une réflexion de fond aux États-Unis, en France et ailleurs pour savoir si on doit, voilà, comment on requalifie un certain nombre de faux travailleurs indépendants. Et puis il y a une piste que je trouve particulièrement intéressante, dont l'idée a été inscrite dans la loi cet été et qui a fait l'objet d'un rapport remis par France Stratégie sur ce qu'on appelle le CPA, le compte personnel d'activité. Qu'est-ce que c'est que ce compte personnel d'activité? C'est l'idée de dissocier les droits du statut et de la profession. Aujourd'hui, vos droits, ils sont rattachés au nombre d'heures travaillées, à votre carrière, etc. Et de les associer à la personne de 16 ans jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que chacun a un bouquet de droits, droit au chômage, droit à la formation, etc., qu'il l'emporterait avec lui. Et ce passage de l'emploi à la personne aurait plusieurs vertus. Ça permettrait
de couvrir les gens, quelles que soient les tribulations de leur vie professionnelle, qu'ils soient un coup travailleur indépendant, un coup salarié, un coup auto-entrepreneur, qu'ils soient au chômage, etc., avec toutes ces, voilà, ces tribulations qu'on imagine devant nous. Donc de les protéger tout au long de la vie. Ça leur permettrait de prendre des risques, parce qu'en ayant ce bouquet de droits, on serait plus à même... parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui restent dans l'entreprise où ils sont malheureux, parce qu'il fait froid dehors, concrètement, parce qu'ils ont peur du chômage. Ils ont quelques raisons d'avoir peur. Donc l'idée, c'est aussi d'encourager les gens à bouger. Et puis aussi, en ayant un bouquet de droits, on pourrait dire, tiens, qui serait fongible, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, j'ai du droit à la formation que je n'utilise pas, je vais le transformer en droit, en congé pour pouvoir monter un projet personnel, etc. Donc ça permettrait aussi d'avoir un vrai projet de vie et pas être complètement obnubilé par le chômage. Voilà. Et puis, dernière piste, cette fois-ci, si on fait l'hypothèse qu'il y aurait structurellement une destruction de la quantité d'activité humaine nécessaire pour produire ce dont on a besoin, ce dont le monde a besoin, parce que les algorithmes et l'informatique se substitueraient à nous, si on est dans cette hypothèse-là, certains poussent le raisonnement en disant ça pose une question de redistribution, puisqu'aujourd'hui, la redistribution des richesses, elle se fait pour une partie par le patrimoine, pour une partie par l'impôt, et quand même pour le commun des mortels, elle se fait par l'emploi. Donc si on n'a plus cette courroie de redistribution des richesses qui est l'emploi, comment fait-on ? Et là, vous avez toute une série de penseurs et même d'expérimentations. Ce n'est pas une idée nouvelle, elle a plusieurs décennies, mais elle était aussi partie dans l'ombre et elle revient sur le devant de la scène. Toute une série de propositions autour de ce qu'on appelle le revenu universel, revenu de base, revenu de citoyenneté, il a plusieurs noms, impôt négatif, voilà, il y a plusieurs appellations, mais prenons l'appellation de revenu universel qui est la plus courante. L'idée, c'est que chacun d'entre nous dispose non plus de droits, comme dans le CPA, mais dispose d'un revenu qui sera un revenu, on va dire, de survie, qui permettrait à chacun d'assurer ses besoins minimaux, ses besoins essentiels, au-delà duquel, bien sûr, il faut continuer à être actif, à travailler, quel que soit le statut, pour compléter et vivre mieux. Mais que du coup, ce revenu universel permettrait de franchir de façon radicale cette question du couplage entre travail et revenu, et permettrait surtout d'imaginer un nouveau modèle de redistribution. Et c'est notamment la voie que préconise un courant de pensée qui est né aux États-Unis, mais qui est aussi un petit peu actif en France, qui est un courant de recherche pour l'instant qui s'appelle le Digital Labor, qui dit, aujourd'hui, en fait, la richesse, elle est créée quand vous allez sur Internet, que vous cliquez sur un like de Facebook, que vous envoyez un mail, etc. Ça crée de la valeur. Cette valeur, elle est captée par un certain nombre d'entreprises dans un marché complètement inégal, c'est-à-dire qu'ils se font énormément de valeur sur notre dos. Ils ne la redistribuent pas par l'impôt puisqu'ils pratiquent l'optimisation fiscale. Donc, il faut imaginer une autre manière de redistribuer cette richesse-là. Et donc, eux, enfin en tout cas les tenants français de ce courant de réflexion, préconisent aussi de devenir un revenu de base. Voilà, juste pour conclure un dernier mot, je pense qu'en tout cas à court terme, à moyen terme, on voit bien qu'on va aller vers des solutions très hybrides et qu'on a besoin de travailler tous ces scénarios que je viens d'exposer au galop devant vous, de tous les travailler en parallèle pour imaginer, enfin pour essayer que le travail de demain demeure ou devienne pour certains un lieu d'épanouissement avant tout. Merci.